Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer. Bonjour à tous, bienvenue à tous sur cette première émission de l'année 2018, Viva Culture, l'émission de la culture dans tous ses éclats. Pour commencer l'année, je crois que nous pourrions nous demander ce que nous voulons faire avec nos enfants et aussi peut-être quelle société nous voulons avoir. Alors j'ai commencé des interviews en particulier pour comprendre un petit peu comment on pratique l'art, comment on apprend à nos enfants à aimer les arts. Ici, j'ai pris comme exemple Marie-Claude et Bernard Pouréron, qui sont parents d'une chanteuse lyrique, Angélique Pouréron, qui chante avec le chœur à Édesse et l'ensemble baroque El Sol. Vous entendrez mon entretien avec eux à la fin de l'émission. Pour commencer l'émission, je voudrais rendre hommage à Pierre Debauche, car notre association le connaissait. Nous l'avions invité pour fêter le cinquantenaire de la Maison de la Culture du Havre, Culture et Démocratie, et il était venu, vieil homme magnifique, au verbe percutant, et vous pouvez lire son texte superbe et très éclairant sur le théâtre au XXe siècle dans notre livre Culture et Démocratie, une histoire de la Maison de la Culture du Havre. Alors Pierre Debauche, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, était metteur en scène et comédien. Il a été un partisan acharné de la décentralisation, à regretter d'ailleurs qu'elle se fasse si mal et si difficilement à cause de la priorité de Paris. Et il a fondé plusieurs théâtres, le théâtre Sorano à Vincennes, le théâtre des Amandiers à Nanterre. Il a créé aussi le festival des francophonies en Limousin, chose à l'époque en 1984 tout à fait singulière et originale. Il a fondé aussi le Théâtre National de Bretagne et s'était installé en 1994 à Agen, où il avait ouvert une école de théâtre. Je voudrais lire quelques extraits de son texte dans notre livre, parce que il a été un des seuls intervenants à nous expliquer que le XXe siècle a été un siècle, on va dire par certains côtés abominable, parce que témoin de deux guerres épouvantables. Il dit même d'ailleurs, on utilise encore le mot civilisation, mais un siècle qui produit 215 millions de morts pour fait de guerre, j'ai fait le compte, peut-on le dire civilisé ? Alors, il commence son texte en disant, à la fin du XIXe siècle, le bruit a couru que Dieu était mort. Vinrent deux guerres mondiales. À la fin de 1945, il était manifeste que le langage était mort. Mort disqualifié. Ces deux barbaries, dont on n'a pas encore estimé tous les dégâts, Dachau et Hiroshima, avaient fait le travail. Âme ne veut plus dire âme, cheval ne veut plus dire cheval. L'exemple était donné par les survivants qui rentraient en tenue rayée et la bouche cousue. Aucun récit. Ciao le langage, surclassé. Et il continue son texte en énumérant le siècle du théâtre. Et évidemment, il le termine par un hommage et un rêve. Il dit, c'est un texte qu'il avait écrit à la fin de l'an 2000, il dit « Je voudrais vivre 300 ans dans des théâtres disponibles où il n'y aurait plus de différence entre le langage et la connaissance amoureuse. Même les oiseaux viendraient voir les spectacles. Je ne sais toujours pas ce qu'il faut faire avec les méchants. Des figurants, peut-être. Des figurants, peut-être. »
Bonjour Isabelle, aujourd'hui je vais vous parler de René Char. Il est né en 1907, c'était un poète et un résistant français. En 1928, il édita son premier recueil intitulé « Cloche sur le cœur ». Et en 1929, il adhère au mouvement surréaliste. Pendant l'occupation, il participe à la résistance sous le nom de Capitaine Alexandre. Il commande le service action parachutage de la zone d'Urance. Les feuillets d'hypnose dont je vais vous lire des extraits sont des notes poétiques du maquis. Paul Venn en donne une explication. Ces notes sont calculées pour restituer l'image d'une certaine activité, d'une certaine conception de la résistance et d'abord d'un certain individu avec sa multiplicité interne, ses alternances et aussi sa différence, qu'il est moins disposé que jamais à oublier. Les notes sont fragmentaires et elles donnent l'apparence d'un récit qui montre l'allergie de René Char à toute rhétorique, à ces transitions, introductions et explications qui sont le tissu intercalaire de tout corps de récit normalement constitué. Dans ces notes ne subsistent séparées que les parties vives, ce qui donne au feuillet un faux air de recueil d'aphorismes ou de journal intime, alors que la composition d'ensemble et même les annotations sont très calculées. L'ensemble demeure une des images les moins convenues et les plus approfondies de ce que fut la résistance européenne au nazisme. Je vais vous lire plusieurs extraits, plusieurs fragments, et pour commencer, je vais lire le numéro 99 des feuillets d'hypnose. Tel un perdreau mort, m'est apparu ce pauvre infirme que les miliciens ont assassiné à Vachères, après l'avoir dépouillé des hardes qu'il possédait, l'accusant d'héberger des réfractaires. Les bandits, avant de l'achever, jouèrent longtemps avec une fille qui prenait part à leur expédition. Un œil arraché, le thorax défoncé, l'innocent absorba cet enfer et leur rire. Nous avons capturé la fille. Je vais ensuite continuer par le fragment numéro 102. La mémoire est sans action sur le souvenir. Le souvenir est sans force contre la mémoire. Le bonheur ne monte plus. Maintenant, je vais vous lire le fragment numéro 221, intitulé « La carte du soir ». Une fois de plus, l'an nouveau mélange nos yeux. De hautes herbes veillent qui n'ont d'amour qu'avec le feu et la prison mordue. Après seront les cendres du vainqueur et le conte du mal. Seront les cendres de l'amour, l'églantier au glas survivant. Seront tes cendres,
celles imaginaires de ta vie immobile sur son cône d'ombre. Je vais continuer par le numéro 233. Considère sans en être affecté que ce que le mal pique le plus volontiers, ce sont les cibles non averties dont il a pu s'approcher à loisir. Ce que tu as appris des hommes, leurs revirements incohérents, leurs humeurs inguérissables, leur goût du fracas, leur subjectivité d'arlequin, doit t'inciter, une fois l'action consommée, à ne pas t'attarder trop sur les lieux de vos rapports. Et pour finir, je vais vous lire La rose de chêne. Chacune des lettres qui composent ton nom, ô beauté, au tableau d'honneur des supplices, épouse la plane simplicité du soleil, s'inscrit dans la phrase géante qui barre le ciel, et s'associe à l'homme acharné à tromper son destin avec son contraire indomptable, l'espérance. Marie-Claude et Bernard Pouréron, bonjour. Vous êtes les parents d'Angélique, qui est une chanteuse lyrique, une mezzo, on va dire léger, qui fait partie de l'ensemble Aedes et qui est l'unique chanteuse de l'ensemble El Sol. Notre association est une association des spectateurs et nous aimons évidemment savoir un petit peu plus des mystères de la création, mais aussi évidemment tout ce qui concerne la pratique artistique, c'est-à-dire je vais vous demander pourquoi, comment, quand votre fille est-elle devenue chanteuse. C'est ça qui m'intéresserait et je crois que nos adhérents et nos auditeurs aimeraient beaucoup comprendre ce qu'il s'est passé pour que, je crois qu'elle est née en 1984, je crois qu'elle a même commencé très tôt à chanter dans une chorale à l'âge de 4 ans, mais nous aimerions savoir un petit peu plus. Marie-Claude, qu'est-ce que vous nous racontez ? Eh bien, je peux déjà dire que sa nourrice me disait, mais je n'ai jamais entendu un enfant chanter aussi bien et tout le temps. Elle a toujours aimé chanter. Elle baignait dans la musique, il faut dire. Nous étions nous-mêmes dans un chœur, depuis toujours. Nous sommes connus dans un chœur et nous avons toujours chanté. Et vos parents eux-mêmes chantaient ou étaient musiciens ? Alors, ma mère jouait du piano, mon père chantait bien, mais Angélique n'a jamais malheureusement eu l'occasion de l'entendre. Mais je pense que les parents de Bernard en particulier, oui, ta maman. Oui. Bernard. Alors, j'avais une mère qui avait une jolie voix, qui chantait même très très bien, puisqu'elle avait remporté un crochet. Un radio-crochet. Ah oui. Oui, absolument. Et même, elle m'avait dit, j'avais chanté Les Millions d'Arlequin. Oh là. Très vieille chanson, très jolie. Mais alors, je dois ajouter qu'Angélique a baigné donc dans la musique très tôt, et elle regardait beaucoup les dessins animés de Walt Disney avec ses frères. Tout simplement Walt Disney. Tout simplement, donc elle chantait parfaitement bien Cendrillon, Blanche-Neige, tous ces airs qui ne sont pas si faciles que ça. Alors ça c'est amusant. Avec des notes très aiguës. Qui irait croire que Walt Disney peut susciter des vocations ? Oui, très bien. Et ses frères faisaient de la musique aussi ? Oui, ses frères faisaient de la musique. Ils étaient déjà au conservatoire de Clermont-Ferrand, puisqu'ils ont un écart d'âge assez grand. Elle a 10 ans d'écart avec Damien et 12 avec son frère aîné. Blaise faisait du violon et il chantait très bien. Il avait une très jolie voix de jeune soprano garçon. Et Damien faisait de l'alto. Ah voilà. Donc elle a été à bonne école. Voilà, c'est ça. Alors Marie-Claude, comment ça s'est passé pour notre petite chanteuse, toute petite ? Eh bien très vite, elle est allée dans une chorale qui s'appelait La Pré-Chanterie à 4 ans. Elle adorait ça. À la maternelle, elle chantait. Son institutrice me disait « Mais venez l'écouter. » Elle était aussi étonnée qu'elle chante aussi bien avec autant de joie et de cœur. Et ensuite elle a continué. Donc elle s'est mise elle aussi au violon alto. À partir de 7 ans,
elle est allée en horaire aménagé musique. Ah voilà. Oui. Et donc là, c'était en classe primaire. Là, c'était en classe primaire, à partir du CE1. Ah. Et là, dans cette école, on chantait beaucoup. Et voilà, Bernard. Oui, elle est allée en classe CHAM, ce qu'on appelle les classes CHAM, C-H-A-M, c'est-à-dire classe à horaire aménagée de musique. Ah oui, formidable. Qui n'existe plus d'ailleurs, qui ont été supprimés entre-temps. Oui. Non, mais je crois que peut-être le ministère de la Culture concocte une réforme ou quelque chose incitant toutes les écoles à avoir des chorales. Oui, c'est une très bonne chose. C'est ça, oui. Donc là, elle a beaucoup appris, sans doute. Oui, elle baignait. Disons que la musique faisait partie de leur cursus normal, autant que la lecture et les mathématiques. Et bon, et il y avait une ambiance extraordinaire dans cette école, des fêtes de fin d'année, des petits spectacles vraiment d'un niveau très... Donc tout de suite, c'est devenu la fête de la musique, quoi, des concerts. C'était pas seulement l'apprentissage un peu contraignant, un peu rébarbatif. Voilà, exactement. Non, pas du tout. C'était voilà. Et puis donc elle a continué également la chorale en plus, qui après être pré-chanterie est devenue chanterie et maîtrise. Et à la maîtrise, à partir de 12-13 ans, la chef de chœur la faisait chanter en soliste. En soliste. Parce que déjà, elle avait remarqué qu'elle avait une assurance et une justesse et une voix. Et qu'est-ce qu'elle avait comme voix à ce moment-là? Là, c'était soprano. C'était soprano, bien sûr. D'accord. Oui. Voilà. Et elle avait, beaucoup de voix. Oui, une voix assez puissance pour passer avec ses camarades qui chantaient dans le chœur. Oui, voilà. Et elle aimait beaucoup ça. Elle adorait. Elle adorait. Ah oui. Donc comment après a-t-elle poursuivi sa carrière? Parce que c'est devenu une carrière. Eh bien oui, alors elle a continué au conservatoire et à la maîtrise jusqu'à la terminale en fait. Et puis il y a eu une période où elle s'est un peu intéressée davantage au jazz et à la comédie musicale. Elle aimait beaucoup l'anglais, elle avait certains groupes américains qu'elle aimait beaucoup. Et à un moment, elle voulait faire du jazz. Voilà. Et dans un atelier de jazz, elle a rencontré quelqu'un qui lui a proposé, parce qu'elle rêvait d'aller passer une période aux États-Unis. Et elle a rencontré un professeur d'anglais qui chantait à la chorale jazz où elle était, qui lui a permis, par le biais d'ailleurs du Rotary Club, d'obtenir une bourse d'1 an après le bac pour aller dans une école, ce qu'on appelait High School for Performing Arts. Oh là là, ça aussi c'est une formidable aventure. Elle a été vraiment enchantée de cette aventure-là, en effet. Donc ça s'est passé à Houston. On ne lui a pas donné le choix, mais c'était très bien, elle était vraiment très... Et là-bas, eh bien, elle se frottait quand même à des enfants qui avaient fait ça depuis Et le jour où on est allé pour écouter son récital, car chacun faisait un récital dans l'année, les professeurs là-bas nous ont dit « Oh, mais c'est elle qui est en tête de classe ». Alors là, on s'est dit « Ça devient sérieux ». Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est ça, il n'y avait pas de question à se poser sur ce qu'elle allait faire dans la vie. Oui, tout à fait. Oui. Et c'était son vœu. Absolument, oui. Enfin, et je me souviens pour sa performance, comme on dit là-bas, elle avait beaucoup séduit le public américain avec la chanson, c'est moi qui la lui avais suggéré, la chanson préférée de mon grand-père, la chanson des Blés d'Or. Alors, bien sûr, ils ne connaissaient pas du tout. Ils ont trouvé ça absolument charmant. Mais la chanson, oui, c'est ça. Elle a eu un gros succès. Et ensuite, quand elle est revenue en France... Alors, de retour en France, elle était toujours assez tournée vers la comédie musicale, qu'elle avait beaucoup fréquentée là-bas. Mais bien sûr. Et elle a su qu'une école de comédie musicale s'ouvrait à Paris. Alors, c'était dans quelle année, ça? Alors ici, là, elle avait donc 19 ans. C'était en 2003. En 2003. Voilà. Une école de comédie musicale. Mais qui en fait n'a pas fait long feu, cette école. Mais ça a été pour elle quand même une formation intéressante, avec du théâtre, et
Mais elle aimait toujours la musique classique quand même. Et on lui a dit que si elle travaillait sa voix en gardant, c'est un peu technique, en gardant la voix de poitrine pour monter, elle risquait de former ses cordes vocales de telle sorte qu'elle ne pourrait plus chanter autre chose. C'est ça, mais c'est très intéressant. Même la technique, ça nous intéresse. Oui. Bien sûr. Alors là, ça l'a quand même refroidi. Et puis, elle a donc l'année suivante, et puis cette école a fermé d'ailleurs, école. Et l'année suivante, elle a présenté plusieurs conservatoires à Paris. Et elle a été admise à plusieurs endroits. Et elle a choisi en fonction d'un professeur avec laquelle elle se sentait vraiment très à l'aise, et qui s'appelait donc Valérie Guillory, à l'école de musique d'Orsay, dans la vallée de Chevreuse. Et finalement, le caractère affectif ou le caractère... la communication. C'est ça, le transfert, peut-être ça, on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas. La personnalité du professeur compte beaucoup. Oui. Dans la transmission, dans l'apprentissage. Oui, peut-être en chant plus que partout ailleurs. Parce que c'est vraiment... Un peu comme en sport, le coach ou l'entraîneur. Oui, parce qu'on confie sans doute beaucoup de choses de soi-même. Et elle a appris beaucoup de choses avec cette professeure. Elle est donc restée 4 ans là, et elle a terminé avec un diplôme d'études musicales de façon très bien. Et elle était soprane. Elle était soprane à cette époque. Oui, tout à fait. Et sa professeure enseignait également au Conservatoire supérieur d'Amsterdam. Et c'est là qu'elle a décidé, pour la suivre et pour continuer, de se présenter au Conservatoire supérieur d'Amsterdam. Et elle a obtenu ce concours. Et à quel moment est-elle entrée au chœur Aedes ? Alors, c'est peut-être plus récent, ça. Avant le chœur Aedes. Oui. Elle a déjà eu le chœur Microcosmos. Ah oui. Qu'elle a connu par une amie qui chantait avec elle à Orsay, justement. Et parce que c'est vrai que le groupe lui manquait un petit peu. C'est très solitaire, les cours de chant se passent seuls, et puis on travaille seul chez soi. Et donc, elle a été très heureuse d'intégrer ce chœur Microcosmos qui était basé à Vierzon, je crois. À Vierzon. Oui. Et avec lequel elle a beaucoup appris. Il faisait beaucoup de musique contemporaine en particulier. Et elle s'y est plu vraiment tant qu'elle est restée en France. Mais quand elle est partie à Amsterdam, bien sûr, elle n'a pas pu continuer. Voilà. Et donc, l'ensemble Aedes, ça a été après. Alors voilà, oui, je tiens à souligner que le chef de Microcosmos s'appelle Philippe Pierre, c'est ça ? Oui, et que c'est un homme absolument extraordinaire, qui montre beaucoup de choses assez pointues, beaucoup de choses contemporaines, beaucoup de partitions scandinaves. Donc ça permet à ses choristes de se frotter à beaucoup de langues. Et je pense qu'elle a beaucoup appris à Microcosmos. Et c'est là, d'ailleurs, qu'elle a connu son futur mari, qu'il a un petit peu introduit à Aedes, parce que lui connaissait très bien Mathieu Romano, le chef de l'ensemble Aedes. Alors, il faut dire que l'ensemble Aedes, nous l'avons vu dans Fantasio, au Châtelet, l'hiver dernier, dans une mise en scène de Thomas Joly, et que cette mise en scène, d'ailleurs, revient à Rouen fin janvier, mais cette fois avec le chœur Accentus. Mais nous avons vu Angélique sur scène, effectivement, avec l'ensemble Aedes. Voilà, elle a fait beaucoup de choses avec Aedes. Ils étaient au Festival d'Aix-en-Provence cet été. On les a vus sur Arte dans Carmen. Voilà, là ils viennent de faire à la Philharmonie une œuvre très difficile avec 40 voix solistes. C'est le fameux coro de Luciano Berio, très difficile à chanter. Et elle est programmée dans la messe de Bernstein avec Aedes, donc toujours à la Philharmonie au mois de mars. Oui, et elle aura droit à un solo. Voilà. Voilà, solo. Oui, elle est très contente de ce solo. Voilà. Oui. Et elle chantera là mezzo léger. Oui, mezzo léger. Oui.
Elle a passé facilement d'une voix à l'autre. Disons Comment ça se passe, ça? Alors, elle a un nouveau professeur depuis 2 ans environ, 3 ans, qui a trouvé qu'elle avait des possibilités dans le registre grave. Et donc, qui lui a fait travailler ce registre et lui a conseillé de chanter plutôt maintenant des airs de mezzo, qu'elle pense que c'est plus une voix qui lui correspond. Voilà. Elle a gardé cette possibilité de chanter des aigus. Bien sûr. D'ailleurs, alors c'est pour ça, c'est une mezzo léger qui peut se permettre de faire quelques vocalises impressionnantes. Et est-ce qu'elle se sent plus à l'aise, effectivement? Oui, elle se sent plus à l'aise. Elle en c'est est intéressant. contente. Elle se fatigue moins, elle a l'impression de mieux s'exprimer. Oui, parce que dans l'ensemble El Sol, qui est un ensemble baroque, là, elle est soliste. Voilà, oui. Elle redécouvre des partitions, beaucoup de partitions latino-américaines du XVIe et XVIIe siècle. Donc c'est une voix moyenne. Mais elle monte facilement, presque jusqu'au contrut, sans aucun problème. Voilà. Mais c'est un répertoire qui la change absolument du répertoire. Elle est loin des comédies musicales. Des comédies musicales et du grand opéra. Oui. Parce qu'elle chante, elle donne beaucoup de récitals avec orchestre, avec piano, où elle aborde le grand répertoire Rossini, Gounod, etc. Les grandes airs lui font pas peur. Elle a même chanté des airs de Carmen il y a 2 ans avec l'orchestre des Dômes qui est basé à côté de Clermont-Ferrand. Ah mais c'est vrai. Oui. Elle a chanté plusieurs fois, je crois, avec l'orchestre d'Auvergne aussi. Avec l'orchestre d'Auvergne, alors ça c'est plus ancien, c'était au temps du chef Harry Van Beek en Picardie. Voilà, c'est ça. Elle avait fait des cafés musicaux, elle avait fait plusieurs... Et elle avait refait les chants d'Auvergne aussi. Les chants d'Auvergne qu'elle avait donné avec l'orchestre des Dômes. Les Canteloup. Oui. Que l'on connaît chanté par Victoria de Los Angeles. Tout à fait. C'était magnifique. Oui. Elle est allée les chanter avec l'orchestre d'Auvergne au festival de Bergerac. Il y a quelques années. Et alors, je crois que vous la suivez beaucoup. Vous allez à ses concerts, vous enregistrez. Oui, parce que on est à la retraite, donc on en profite. Et on est passionné de musique, nous aussi. Voilà. Et puis elle aime toujours. Elle est fière de nous montrer ce qu'elle sait faire. Et puis elle sait que on s'y connaît un petit peu, donc on est toujours. Oui, tous les deux, vous faites partie d'un chœur également. Voilà. Oui. Le chœur régional d'Auvergne. Le chœur régional d'Auvergne, qui est un grand chœur. Oui, enfin c'est. Ce n'est pas un chœur professionnel. C'est un chœur. Non, bien sûr. Mais de très bons amateurs. Voilà, de très bon niveau. Voilà, c'est ça. Oui, et du coup, vous pouvez l'enregistrer. On peut l'enregistrer. La filmer. La filmer, et elle chante quelquefois avec nous. À la fin du mois, elle va donner un concert. Elle donne des concerts. Elle va venir avec le chœur régional d'Auvergne chanter un concert qui s'intitule L'âme slave. Elle va donc chanter des mélodies de Rachmaninoff, ce qui lui convient bien parce qu'elle a fait du russe en 3e langue au lycée. Voilà. Donc elle prononce bien le russe, qui n'est pas une langue facile à chanter. Elle aime beaucoup les langues. Elle aime beaucoup les langues, et même à un moment, elle hésitait presque entre faire un métier dans les langues, l'interprétariat peut-être, et la musique. Et puis finalement, non. Elle dit, j'ai besoin de chanter. Oui. Mais vous-même, vous étiez professeur de langue, Marie-Claude. D'espagnol, oui. D'espagnol. Oui, ça. Voilà. Donc c'est pas si loin. Oui, voilà. Alors, où est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de son actualité, des informations sur ses concerts, sur ses récitals? Oui, je ne sais pas trop. Peut-être en tapant son nom sur Internet, oui. Effectivement, en tapant sur Google Angélique Poureyron, on doit pouvoir la trouver. Peut-être Facebook aussi? Oui, Facebook aussi. Oui, effectivement. Voilà. Donc on doit pouvoir quand même la retrouver. Mais elle fait les choses à son rythme, elle n'est pas pressée, elle trouve qu'il est aussi important de vivre que de faire carrière. Mais comme elle aime chanter, effectivement, elle est heureuse. Tout à fait. À chanter et à ne pas chanter. Voilà.
Alors écoutez, chers auditeurs, la prochaine fois, nous interrogerons Angélique Poureyron elle-même et elle nous donnera sa propre version de son enfance, son apprentissage, sa carrière et maintenant de tout ce qu'elle apprend et de tous les bonheurs qu'elle nous donne. Parce que je dois vous dire que Fantasio, effectivement, dans cette belle mise en scène de Thomas Joly, nous a régalé. Chers auditeurs, merci. Alors nous étions le 31 décembre. Ça tombait bien, les bonheurs de la musique pour finir l'année. Merci Marie-Claude, merci Bernard et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. C'est la fin de cette émission. Nous avons entendu 2 extraits musicaux avec Angélique Poureyron, un extrait de la flûte enchantée de Mozart et un extrait des chants d'Auvergne, Canteloube. Je voudrais, pour nos annonces, vous signaler la parution de livres tout à fait passionnants. Pour ceux qui s'intéressent à la danse, un livre intitulé Béjart le Démiurge, d'Ariane Dollfus, qui paraît chez Artaud. Alors vous savez tous sans doute que Béjart a réussi son affaire, lui qui rêvait d'une danse grand public, rassemblant les foules dans des palais des sports. Il avait l'idée d'un spectacle de danse métissé, théâtral, philosophique, ouvert sur les cultures et les musiques du monde, et il a cassé les codes classiques. Il a mis les hommes en jean, imposé des femmes athlétiques. Et beaucoup de danseurs actuels, Anne-Theresa de Gersmaker ou Maggie Marin, se réclament de son enseignement. L'autre parution, c'est, vous savez qu'en 2018, nous allons fêter les 50 ans de mai 68. Donc, le deuxième ouvrage s'intitule Un arbre en mai, de Jean-Christophe Bailly, aux éditions du Seuil. Et cet auteur raconte ses souvenirs de mai 68 et peut-être quelque chose qui intéressera les jeunes parce qu'il raconte comment, à cette époque de mai 68, les jeunes se sentaient à l'étroit dans un monde que la société avait cadenassé, barricadé. Ils se sentaient limités, inhibés et en ont eu assez de toutes ces contraintes et de tous ces carcans. La troisième parution, c'est la revue Oblique qui publie un manuel de survie contre les idées reçues. Ce manuel casse les clichés désespérants sur la France, vous savez, du style « Ah, c'était mieux avant, les jeunes sont sacrifiés, les Français ne lisent plus, il y a de plus en plus de meurtres, les mœurs dérapent, etc. etc. » Voilà. Pour le théâtre, je vous annonce Automne et hiver, d'après le texte de Lars Norén, un auteur scandinave, par le Tux Inor, le 19 janvier à 20h30 au Poulailler. Lars Norén est un auteur humoristique mais terriblement percutant, implacable, et je crois que ce spectacle va faire date. Voilà, à bientôt, bonne semaine et bonne
Bonne année. Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre et présentée par Isabelle Royer.